si nous voulons que les accords multilatéraux soient efficaces, ils doivent être conçus de manière à fournir des résultats mesurables et opportuns. Mais surtout, ils doivent aller bien au-delà de simples promesses. Enfin, tout ne peut pas être érigé en priorité. Le monde change rapidement. De crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. Un véritable développement social ne peut se faire sans justice sociale et représentation égale. L'Union africaine a déclaré 2025 comme étant l'année du peuple africain et d'ascendance africaine. Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile: le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien, ni à l'éducation, ni aux soins, ni à la protection sociale, ni même à la sécurité la plus élémentaire. Ce paradoxe prive le développement de sa vocation première, être un facteur de cohésion, un vecteur de justice sociale, un instrument de paix sociale. Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement
rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première phase prévoit la construction de 2136 ouvrages publics, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. À ce jour, 1011 infrastructures sont déjà terminées et plus de la moitié des autres sont en cours de finalisation. Ce n'est pas un concept, ce sont des salles de classe qui ouvrent, ce sont des maternités qui fonctionnent, ce sont des services publics qui redeviennent accessibles. Mais le programme de développement local des 145 territoires n'est pas seulement un chantier de briques, c'est aussi une politique de dignité économique. Nous accompagnons les petits producteurs ruraux, nous structurons les filières agricoles locales, nous stimulons les économies de proximité et nous créons des emplois décents. Car une mère qui peut vivre de son travail sans devoir quitter sa terre, c'est déjà une victoire sociale. Mesdames et messieurs, à ces chantiers sociaux s'ajoute aujourd'hui une nouvelle dimension incontournable, la dimension climatique. Le changement climatique n'est pas pour nous un débat académique. Il est une réalité vécue. Inondations meurtrières, érosions qui engloutissent des quartiers entiers, sécheresses qui détruisent les récoltes et plongent des familles entières dans l'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, le bassin du Congo est à la fois un rempart écologique pour l'humanité et un levier stratégique de développement pour notre pays. La République démocratique du Congo continue d'honorer ses engagements climatiques avec sérieux, mais le sous-financement chronique de l'adaptation et de l'atténuation freine la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous le disons clairement, sans justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale durable. Nous attendons donc une transformation profonde du financement international. L'accès aux ressources vertes doit devenir plus prévisible, plus rapide et plus juste. Il ne peut pas reposer sur des conditionnalités qui punissent les pays vulnérables
pour des désastres auxquels ils n'ont pas contribué. Nous plaidons pour un rééquilibrage réel entre le financement de l'atténuation et celui de l'adaptation, parce que protéger les populations qui subissent déjà les chocs climatiques est aussi urgent que réduire les émissions globales. Mesdames et messieurs, ce deuxième sommet mondial pour le développement social se réunit dans un moment charnière. Nous faisons face à des transitions simultanées, démographiques, environnementales, numériques et économiques. Si nous échouons à les gouverner de manière juste, elles deviendront des facteurs d'exclusion supplémentaires. Si nous les maîtrisons collectivement, elles peuvent devenir des accélérateurs d'équité. Le développement social ne sera crédible que s'il est vécu dans tous les territoires, y compris les plus reculés, y compris les zones meurtries par la guerre. Ce que nous construisons avec le programme de développement local des 145 territoires est une méthode que nous offrons au débat international. Reconnecter le pays par la santé, l'école, l'administration, l'activité économique locale et donc restaurer l'égalité républicaine dans l'accès aux droits. Ainsi, nous avons besoin d'une solidarité qui ne soit plus verticale, donateur d'un côté, assisté de l'autre, mais d'une solidarité fondée sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités et du droit à la dignité souveraine de l'État, de chaque État. Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre. Notre ambition commune doit être que d'ici la prochaine génération, les principes de justice sociale ne soient plus seulement proclamés dans des sommets comme celui-ci, mais vécus dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Cela exige du courage politique. Cela exige de regarder en face nos contradictions. Cela exige de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre. La République démocratique du Congo croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif. Elle y travaille chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Vive la solidarité mondiale, vive le développement social. Je vous remercie. Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Monsieur le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Annalena Baerbock, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, Monsieur Lok Bahadur Tapa, Président du Conseil économique et social des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Pour commencer, je voudrais remercier Son Altesse. Merci de nous avoir accueillis ici au Qatar à l'occasion de ce deuxième sommet mondial pour le développement social. Comme toujours, l'accueil et les installations qui nous ont été réservées à Doha sont parfaits. 30 ans après Copenhague, des progrès significatifs ont été réalisés. Nous avons été les témoins d'efforts fructueux qui ont permis de réduire la pauvreté la plus extrême, d'élargir l'accès à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. Cependant, des inégalités subsistent, en particulier entre les régions, avec des millions de personnes qui ont encore des difficultés à joindre les deux bouts. Ces difficultés ne sont pas
nouvelles, mais nos systèmes de gouvernance n'ont pas évolué suffisamment rapidement pour les régler. Le développement social est un travail constant qui exige de nous de nous adapter. À l'heure actuelle, la priorité est de continuer d'avancer dans le bon sens et de construire sur ce que nous avons déjà obtenu. Success will depend on many. Le succès dépendra de nombreux facteurs. Mais le plus important, c'est de maintenir au cœur le développement du capital humain. Pour avoir un développement durable, ce développement ne peut pas être délocalisé. C'est une approche qui est au cœur de notre transformation. La protection sociale, la participation des communautés et la responsabilité, autant d'éléments ancrés dans notre gouvernance. Chaque décision politique de nos institutions tient compte de nos efforts pour promouvoir la qualité de vie. Nous devons aussi redéfinir notre approche au partenariat. Trop souvent, la coopération mondiale n'est pas équilibrée. Nous devons mettre de côté des pratiques obsolètes qui écartent la majorité du monde. Si nous voulons que les accords multilatéraux soient efficaces, ils doivent être conçus de manière à fournir des résultats mesurables et opportuns. Mais surtout, ils doivent aller bien au-delà de simples promesses. Enfin, tout ne peut pas être érigé en priorité. Le monde change rapidement. Prochainement, nous serons confrontés à de nouveaux défis, plus nombreux. Et nous devons être prêts à les prévenir et à les gérer. Les institutions financières mondiales doivent être plus adéquates et doivent fournir la marge budgétaire nécessaire pour l'adaptation et la croissance. Si le développement social est une cause sérieuse, alors nos solutions doivent tenir compte des besoins de tous les pays et pas simplement d'une poignée d'entre eux. Le Rwanda se tient prêt à travailler avec ses partenaires pour bâtir un avenir plus inclusif et plus résilient aux côtés de nos partenaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Présidente, mesdames et messieurs les chefs de gouvernement et d'État, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, au nom du groupe africain, je tiens à remercier Madame la Présidente ainsi que l'État du Qatar pour avoir accueilli ce sommet historique. C'est l'occasion de renouveler la promesse que nous avions faite il y a 30 ans à Copenhague pour mettre les personnes au cœur du développement. Nous souscrivons pleinement à la déclaration prononcée par la délégation de l'Irak au nom du groupe T77 et la Chine. Excellence. 30 ans après le premier sommet mondial pour le développement social, nous avons véritablement progressé en matière de réduction de la pauvreté. Nous avons élargi l'accès à l'éducation, à la santé, aux soins, ainsi qu'à la protection sociale. Cependant, les inégalités au sein des pays, entre les pays, persistent. Les systèmes mondiaux de commerce, de financement, de technologie restent encore inégaux et excluent certains. La pauvreté et l'exclusion sociale définissent encore notre période. Relever ces défis n'est pas une œuvre de charité, mais ce n'est que faire justice à l'humanité. Dans beaucoup de régions du Sahara, en Asie centrale ou ailleurs, la faim augmente, la croissance ralentit et les vulnérabilités s'accroissent. Les systèmes de santé et de protection sociale sont sous pression. Il y a de moins en moins d'opportunités. Au-delà des revenus,
L'inclusion dépend de l'accès aux services essentiels qui permettent aux individus d'avoir suffisamment d'opportunités. L'accès universel aux soins de santé n'est pas un luxe, c'est un droit pour chaque être humain. L'insécurité du logement qui se manifeste par le sans-abrisme, la surpopulation, les abris insalubres restent des défis. Le logement abordable doit être la pierre angulaire du développement social. Le travail informel et précaire reste un obstacle majeur à la stabilité et à la croissance, en particulier dans les pays à revenus intermédiaires et à revenus faibles, où beaucoup de personnes vivent proches du seuil de pauvreté. La fracture numérique gagne en importance. L'accès et la connectivité restent inégaux. L'éducation doit cibler tous les apprenants et parvenir à toutes les communautés, y compris les personnes en situation de handicap. Nous pensons que transformer le secteur informel, renforcer la productivité et élargir l'accès aux marchés mondiaux nécessite plus de coopération internationale conformément au plan d'action d'Addis Abeba et conformément au droit au développement. Nous appelons à des réformes en profondeur de l'architecture financière mondiale pour que cette architecture soit juste, transparente et à la hauteur des besoins de développement des pays et de leurs habitants. Nous avons besoin d'agir face au fardeau de la dette et nous appelons à mettre en place des efforts en ce sens. Nous soulignons également notre appel en faveur d'une convention sur la dette souveraine. La déclaration de Copenhague nous a offert un cadre opportun basé sur 3 piliers: l'éradication de la pauvreté, le travail décent pour tous et l'intégration sociale. Fondé sur l'équité, la solidarité et la dignité humaine, ces piliers restent notre boussole. Par conséquent, nous nous félicitons de l'adoption de la déclaration politique de Doha, une déclaration qui nous permet de traduire nos engagements en action pour bâtir des sociétés résilientes. Nous remercions les co-facilitateurs et co-facilitatrices, la Belgique et le Maroc, qui ont porté cet important processus. Ce sommet doit nous permettre de renouveler un dialogue, rétablir la confiance et réaffirmer le multilatéralisme qui sont au cœur du progrès collectif. Nous devons amplifier les voix de ceux qui vivent dans la pauvreté et dans la vulnérabilité pour que les pays en développement, la plupart en Afrique, soient représentés au sein de toutes les institutions multilatérales. Le groupe africain réitère sa demande de 2 sièges permanents et non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Afrique avec tous les droits et privilèges. Un véritable développement social ne peut se faire sans justice sociale et représentation égale. L'Union africaine a déclaré 2025 comme étant l'année du peuple africain et d'ascendance africaine. C'est un moment important pour l'Afrique et sa diaspora. Pour répondre des crimes d'esclavage, d'exploitation et d'apartheid qui ont généré des dégâts considérables pour l'humanité et l'environnement. Nous réitérons également le 25e anniversaire de la déclaration de Durban et de son programme d'action et nous appelons les partenaires à soutenir sa mise en œuvre dans le cadre de la 2e décennie pour les peuples d'ascendance africaine. Ensemble, concevons un avenir inclusif, résilient et juste.
un monde exempt de faim, de pauvreté, de maladie, de racisme et d'inégalité. Un monde où la prospérité est partagée, où la fracture numérique n'existe plus et où la confiance dans le multilatéralisme est renouvelée. Je vous remercie. Allow me. Madame la Présidente, je viens de prendre la parole au nom du groupe africain et si vous me le permettez, j'ai l'honneur de faire la déclaration nationale du Kenya. Depuis Copenhague, le monde a fait d'importants progrès en matière de sciences, de technologie, d'innovation, ce qui a transformé nos vies et nos économies. Mais malgré ces progrès, la pauvreté, l'inégalité, le chômage et l'exclusion sociale persistent. Et dans bien trop d'endroits du monde, ces inégalités se sont aggravées. Au Kenya, à travers notre programme de transformation économique du bas vers le haut, nous avons défini une feuille de route pour relever ces défis avec résolution. Et je suis fière de vous faire part de certains des traits principaux de nos efforts. Nous savons que l'éducation, c'est le facteur d'égalisation dans une société. C'est pourquoi le Kenya est passé à un système d'éducation et de formation fondé sur les compétences qui met l'accent sur les compétences pratiques, l'innovation et l'apprentissage tout au long de la vie. Pour que l'éducation supérieure soit plus équitable, nous avons introduit un modèle de financement qui garantit l'accès à une éducation de qualité à tous les apprenants et apprenantes, quelle que soit leur origine socio-économique. Nous avons déjà engagé 76 000 nouveaux enseignants. Nous voulons atteindre les 100 000 sous peu. Nous voulons passer d'un ratio de 1 professeur pour 45 élèves à 1 pour 29 et ainsi nous rapprocher de la norme de 1 pour 25 fixée par l'UNESCO d'ici 2027. Nous élargissons également rapidement notre programme de formation professionnelle et nos apprenants sont ainsi dotés de compétences utiles pour le marché et sont encouragés à l'entrepreneuriat. Nous donnons des armes économiques à nos citoyens à travers le Fonds pour l'éducation économique, le Fonds RASLA. Le fonds a jusqu'ici décaissé 80 milliards de shillings, soit 615 000 dollars. Cela représente 615 millions de dollars. Et 9 millions d'individus ont ainsi pu rétablir leur accès au crédit, ce qui leur a permis de réaccéder à nouveau au marché formel du crédit, mais également de bénéficier de limites plus élevées et de perspectives financières plus confortables. Avec nos partenaires, nous avons lancé des programmes pour la jeunesse sur les 5 prochaines années. Ce programme va former plus d'1 million de jeunes Kenyanes et de Kenyans à des compétences qui sont demandées sur le marché. Cela leur donnera également la possibilité d'accéder au marché public. Et nous voulons également protéger les plus vulnérables dans notre société, y compris les personnes âgées, les orphelins, les veuves et les personnes handicapées. À travers notre programme Inwajami, ce qui a commencé par un soutien modeste à 500 foyers concerne désormais plus de 1,7 million de familles dans le pays. Madame la Présidente, Excellences, grâce à notre programme pour le logement abordable, nous fournissons une aide précieuse tout en créant des emplois et en encourageant l'inclusion. Aujourd'hui, plus de 230 000 logements sont en construction dans le pays. 340 000 Kenyans sont employés sur ces chantiers et cela a créé beaucoup de possibilités pour les artisans et pour les petites entreprises. Nous créons également des partenariats pour la mobilité professionnelle avec différents partenaires de différents pays. Par exemple, ici au Qatar, il y a plus de 70 000 Kenyans qui travaillent, qui gagnent un salaire décent et qui contribuent à l'inclusion dans leur pays d'origine. En 3 ans, plus de 400 000 Kenyans ont
accéder à un emploi à l'étranger et soutiennent ainsi leur famille depuis l'étranger. Plus de 2 millions de Kenyans ont ces dernières années été formés au numérique et plus de 300 000 jeunes ont pu ainsi accéder à des postes dans l'e-commerce ou sur des plateformes d'innovation. À travers des réformes du secteur de la santé, mesdames et messieurs, le nombre de mes concitoyens qui ont une assurance médicale est passé de 8 millions en 2023 à 27,2 millions aujourd'hui. Personne ainsi n'est privé de soins car il n'a pas les moyens de payer. Pour résumer, Excellence, l'expérience du Kenya montre que des politiques axées sur l'humain permettent d'obtenir des résultats véritablement transformateurs. Mais dans un monde interconnecté, l'action au simple niveau national ne peut pas à elle seule réduire les inégalités. Il nous appartient donc à toutes et à tous aujourd'hui de réitérer notre détermination à lutter contre les problèmes structurels qui empêchent l'inclusion et qui perpétuent les inégalités. Malheureusement, Madame la Présidente, je constate que ce sommet de Doha se réunit à un moment où la solidarité internationale pour faire progresser le développement social s'est beaucoup affaiblie. Il y a 30 ans, à Copenhague, le monde parlait d'une seule voix et agissait de concert. Aujourd'hui, ce sentiment de destin partagé s'est beaucoup affaibli. Confrontés à des crises nouvelles et complexes, les chocs climatiques aux conflits, en passant par les problèmes commerciaux ou les problèmes de dette, les nations sont trop souvent divisées, en concurrence les unes contre les autres. Chacun procède à des calculs pour protéger ses propres intérêts. Nous constatons une répartition inéquitable des vaccins contre la Covid-19 ou des difficultés d'accès au financement climatique. Dans les systèmes mondiaux, le privilège prime sur les partenariats. À Copenhague, nous avions pris des engagements communs. Alors ne cédons pas à la tentation de l'isolement alors que la solidarité devrait être une priorité. Excellence, l'initiative UN80 s'accompagne de réformes. Et le moment sera bientôt venu pour nous toutes et tous de faire des choix décisifs sur les mandats et les structures des Nations Unies. Ce faisant, nous devrons résister à la tentation de privilégier un pilier des Nations Unies aux dépens des autres. Les Nations Unies ont été fondées sur la base d'un projet global de paix, de sécurité, de droits humains et de développement pour tous et toutes. Voilà les 3 piliers indispensables et inséparables qui soutiennent ensemble la stabilité mondiale et la dignité humaine. Pour moi, il ne fait aucun doute que les Nations Unies doivent rester le rempart mondial de la paix et de la sécurité. Mais les Nations Unies doivent également être un moteur de prospérité et un champion de la dignité humaine partout dans le monde. Le sommet de Doha doit par conséquent renouveler notre volonté collective d'agir ensemble en tant que nation et en tant que communauté internationale unie pour combattre la pauvreté, créer des emplois décents et faire progresser l'inclusion sociale, car c'est le chemin le plus sûr vers un monde plus résilient, plus inclusif et plus pacifique et également plus durable. Je vous remercie. We've been using Xero since day one of starting our company. Xero is meant for business